Voilà, je vais donner la parole à Emilien et je vous retrouve à la fin. Bon webinaire. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin du coup pour ce nouveau webinaire sur la thématique de la micromobilité. Avant de commencer, je vous propose un rapide tour de table. Jérôme, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Jérôme Journeau, je suis Sales Manager chez Velco. Jocelyn. Bonjour à tous, Jocelyn Loumetto, je suis délégué général de la Fédération des professionnels de la micromobilité. Stéphane. Et bonjour à tous, Stéphane, je suis le directeur général de Cyclofix. Timothée est avec nous également ce matin. Bonjour à tous, voilà Timothée Kellard, cofondateur d'Ecodev. Et donc pour ma part, Emilien Tracol, consultant mobilité durable chez Ecodev. Avant de laisser la parole du coup à nos invités, quelques mots sur Ecodev et l'écosystème mobilité. Donc qui sommes-nous? Ecodev, on est une agence de conseil et de services qui a été créée en 2009, qui accompagne aujourd'hui les collectivités et les organisations publiques comme privées dans leur démarche de développement durable et de RSE. On est une trentaine aujourd'hui de collaborateurs. On est basé, notre siège est à Paris. On a également une équipe basée à Marseille et des présences locales à Lille et à Nantes. La raison d'être d'Ecodev, c'est de réveiller ou d'éveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. On a du coup plusieurs métiers. Dans un premier temps, le conseil stratégique. Donc, on va accompagner les organisations dans leur définition de leur démarche RSE, leur stratégie RSE, leur stratégie climat et la définition également de leur raison d'être. On va également analyser et accompagner la mesure et l'analyse de vos impacts, donc dans le cas de plans de mobilité, de bilan carbone ou encore de différents diagnostics. La conduite et l'accompagnement au changement, et enfin le déploiement opérationnel d'actions concrètes et efficaces. Et donc on est divisé en 5 pôles d'expertise. Un premier pôle RSE, climat-énergie, la mobilité durable, qui est aujourd'hui notre cœur de métier, biodiversité et également un pôle économie circulaire. Quelques mots également en ce qui concerne l'écosystème mobilité. Donc l'écosystème mobilité, qu'est-ce que c'est? L'écosystème mobilité, c'est un hub de compétences, une véritable plateforme collaborative qui rassemble aujourd'hui des solutions et des entreprises engagées, des acteurs engagés dans la transition vers une mobilité durable. On aborde aujourd'hui au sein de cet écosystème plusieurs thématiques. Dans un premier temps, de permettre aux employeurs de s'approprier le management de la mobilité. Ça se fait pas du jour au lendemain, il faut de l'accompagnement. De soutenir la sobriété et l'innovation responsable en proposant justement des outils respectueux de l'environnement et durables et de valoriser également les solutions innovantes et les acteurs engagés à travers des webinaires et différentes prises de parole. Et donc, tous ces thèmes développés ont un objectif commun, c'est de mettre fin à l'autosolisme et de trouver et de proposer des alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail. Les premiers objectifs au sein de l'écosystème, donc on vous en a cité quelques-uns, c'est d'aider les employeurs à identifier et déployer des solutions concrètes, d'offrir de la visibilité à ces engagements et à ces actions, ou encore de bénéficier de retours d'expérience du terrain à travers des prises de parole ou encore des fiches pratiques ou des guides. Les prestations qu'on propose au sein de l'écosystème, c'est des rendez-vous de la mobilité, des webinaires, des accès privilégiés à des outils sur la plateforme de l'écosystème, des newsletters. On a également une véritable hotline au quotidien pour répondre à toutes les problématiques que nos membres peuvent rencontrer. Quelques mots également en ce qui concerne les acteurs. Donc, on a des adhérents employeurs, des grands groupes qui vont financer l'écosystème et qui s'intéressent justement à s'engager dans des démarches de politique de mobilité durable. On a des solutions qui vont nous apporter leurs outils, leur expertise sur la thématique de la mobilité. Donc, aujourd'hui, on a une trentaine de solutions. On a Yuki, Indigo qui nous ont rejoints récemment, également Locam et Roadmate. Et on a en face de ces solutions et de ces adhérents employeurs des parties prenantes qui gravitent autour de l'écosystème et qui vont en fait nous accompagner et répondre à toutes les problématiques rencontrées. Donc, on a par exemple un avocat qui est spécialisé dans le droit du travail.
on a la région, différentes régions, le ministère de la transition écologique qui vont nous accompagner dans nos démarches et dans nos projets. En ce qui concerne l'effet de l'écosystème, donc on a une plateforme en ligne où vous allez retrouver toutes l'actualité de l'écosystème, des webinars qui sont organisés régulièrement sur différentes thématiques, des ressources, des fiches pratiques, des livres blancs, pareil, qui vont balayer toutes les thématiques de la mobilité durable. Et on a également une actualité riche depuis que nous avons lancé l'écosystème. Et du coup, je vais laisser Timothée présenter les différents projets qu'on traite aujourd'hui. Merci Emilien. Effectivement, je vais faire juste quelques minutes sur l'actualité. Alors, il y a une forte actualité qui va d'ailleurs arriver de manière beaucoup plus visible à la rentrée, qui est autour du vélo, sur l'initiative que l'ADEME a apportée et qui est maintenant pilotée par la FUB, la Fédération des usagers. Simplifie l'approche. L'objectif est de finalement accompagner 4000, même si c'est 4500 entreprises, 500 000 salariés et plus de 20 000 abris à vélo sécurisés pour justement favoriser la pratique. Tout ça est dans le cadre d'un projet C2E qui s'appelle donc l'objectif employeur Pro Vélo, et toutes les entreprises qui le souhaitent pourront s'auto-diagnostiquer et se manifester sur ce site pour pouvoir bénéficier de ces subventions et ces accompagnements pour déployer à la fois des démarches très opérationnelles, donc les abris par exemple, mais aussi travailler sur leur politique globale de mobilité durable et en particulier autour du vélo. Donc ça, c'est une opportunité à ne pas louper, mais vous la verrez passer dans nos actus. On a une deuxième actualité dans le cadre de l'écosystème qu'on a donc livré pour l'ADEME et le ministère des Transports au printemps dernier. C'est les résultats du premier baromètre du déploiement finalement, de la maturité du forfait mobilité durable au sein des entreprises, où on avait finalement audité et récupéré des informations concernant ce déploiement et les freins et on va dire, les objectifs des employeurs autour de cette thématique. On peut faire très rapide, peut-être une micro-synthèse, mais on voit qu'il y a une dynamique extrêmement positive. Alors chez les plus avancés, bien évidemment, plutôt les PME ou les TPE, on sent que les grands groupes ont un peu plus de mal à intégrer le sujet, mais ça va venir. Et on avait 93% des usages autour du forfait mobilité durable qui étaient dédiés aux mobilités actives, dont le vélo en priorité. Donc ça fait encore écho à la matinée. Et puis, comme troisième actualité, alors bon, ça c'est les quelques chiffres clés effectivement, du baromètre, donc ça, vous les recevrez. Et on avait aussi en dernière actualité un programme aussi C2E, donc certificat d'économie d'énergie, qui s'appelle Je passe au vert, piloté par AGS, sur laquelle Ecodev et l'écosystème est partie prenante sur la création de contenu. Alors, au-delà du programme qui est assez ludique, c'est un bon moyen de récupérer du contenu pédagogique autour de nos mobilités durables, que ce soit la pratique des vélos trottinettes ou des formats, on va dire, plus peut-être techniques comme l'éco-conduite ou des enjeux autour de la multimodalité. Voilà, je vous partage l'info puisqu'il y a un site internet, il y a des séries, il y a des jeux autour de ces sujets. C'est un bon moyen probablement de sensibiliser vos équipes. Tout ça complètement ouvert en open source. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir capitaliser sur les initiatives intéressantes sur ces sujets. Et voilà sur ma partie. Donc, moi, je suis ravi de vous recevoir puisque du coup, on a des beaux noms aujourd'hui et des belles structures qui ont un avenir. Et puis, on peut dire que c'est en plus du Made in France en termes de start-up. Donc, voilà, c'est d'autant plus intéressant dans cette période où on est tous, on va dire, recentrés sur nous-mêmes. Donc, merci pour votre arrivée. Et par contre, une dernière remarque. On sent que la micromobilité manque un tout petit peu de gente féminine. Donc, on va travailler pour la rentrée à recruter et à œuvrer pour justement avoir un équilibre autour de ces enjeux. Bon, merci à tous. Merci Timothée pour cette introduction. Du coup, on va passer maintenant à la micromobilité, la thématique de notre matinée. Et donc, je vais laisser la parole à Jocelyn pour nous présenter qu'est-ce que la micromobilité et nous rappeler un peu le contexte de cette thématique. J'ai pas fait de miracle, hein. J'ai récupéré des études qui ont été très bien faites, notamment une iconographie faite par l'ADEME.
C'est toi qui passes les slides ou je peux le faire? Ah ouais, c'est bon. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très très bien fait. Globalement, la micromobilité, ce sont des engins plutôt légers. Nous, on va dire qu'on est dans les 25 km/h, mais on sait très bien que un vélo, par exemple, on va aller plus vite que ça, mais et plutôt pour les distances de proximité. Donc plutôt moins de 15, entre 10 et 15. Mais le poids va être vraiment important, évidemment. Ça va recouvrir tout ça, même si je vais faire juste un petit bémol sur ma fédération, donc notre fédération à nous. Notre fédération à nous, bien sûr, on va avoir le nom micromobilité, mais évidemment, on ne traite pas des questions liées au vélo, par exemple, qui sont largement traitées par d'autres structures, d'autres associations et syndicats professionnels. Et on va pas traiter tous les produits qui sont plutôt aide à l'handicap ou par exemple cyclomoteur. Donc, mais globalement, quand on est en environnement micro-mobilité, on est sur ce type de produit-là, plutôt pour des distances, des déplacements dits de proximité. Excusez-moi, la slide, elle est imbuvable, mais il faut à un moment recadrer les choses et remettre les choses dans leur, on va dire, dans le contexte. Aujourd'hui, et on entend trop souvent la phrase, c'est mal réglementé. Évidemment, c'est un peu dommage parce que il suffit de se renseigner un peu. C'est largement encadré, largement réglementé, avec un code de la route qui a été modifié grâce à un décret du 23 octobre 2019, avec tout un tas de préconisations. Et je tiens quand même à souligner, même si on s'en rend peut-être pas compte, que les trottinettes notamment ou les gyros c'est l'une des rares, donc les EDPM globalement, sont l'une des rares catégories à avoir une limitation de vitesse effective. Vous connaissez la nuance avec par exemple le vélo électrique. Le vélo électrique, le moteur s'arrête, l'assistance s'arrête à partir de 25 km/h, mais vous avez évidemment la force de vos jambes, vous pouvez aller largement au-dessus. La trottinette électrique légale sur l'espace public, elle a une bride effective à 25 km/h. Et il y a tout un tas de recommandations. Il suffit d'aller sur le site du ministère. Hein. Je suis désolé, ces slides-là la slide est un peu chargée, mais vous allez la télécharger. Et il m'a semblé important qu'on remette un certain nombre de choses parce que, encore une fois, trop souvent, on dit que les trottinettes ne sont pas réglementées, sont mal réglementées ou non. Les règles existent. Maintenant, il faut les faire appliquer. Quand il y a 2 personnes sur une trottinette, ça ne plaît ni aux fabricants ni aux loueurs. Et à un moment, c'est à la police de sanctionner. Quand il y a des gens sur le trottoir, c'est interdit, c'est 135 € d'amende. Et c'est à la police de sanctionner. Oui, je voulais faire aussi un rappel de points parce que c'est quand même notre métier de suivre tout ça. Je vous ai mis la progression des ventes et en volume. Aujourd'hui, on estime à plus de 2 millions d'utilisateurs avec des progressions en distribution en volume. J'ai fait exprès un focus sur la distribution et non pas la location en free floating parce qu'évidemment, la location en free floating, c'est le plus spectaculaire et ça trust 80% des articles. Mais il faudrait savoir qu'aujourd'hui, à les volumes, on a plus de 7% du volume global de trottinettes sur le marché qui sont de la location. C'est 7 à 8%. Le gros volume, ce sont les trottinettes détenues par les possesseurs, des gens qui les ont achetées, qui sont les utilisateurs. En 2020, donc c'est 640 000 vendus, avec une progression de plus 34%, malgré l'énorme creux que vous voyez là, évidemment, l'effet Covid. Avec un énorme creux et le deuxième confinement sur cette partie-là. Et on a mis, évidemment, ça, on va dire la micromobilité, ça nous fait plaisir de voir qu'on vend plus de trottes que de vélos électriques, mais je vous fais confiance pour avoir remarqué que le prix moyen n'étant absolument pas du même niveau, nous sommes plutôt envieux de nos amis cyclistes. Enfin, du cycle, parce que évidemment sur le prix moyen du vélo électrique, on est autour de 2 000 €, alors que le prix moyen sur les trottinettes, on est plus autour de 350 €. Donc, on n'est quand même absolument pas sur les mêmes produits, nous ne sommes absolument pas sur les mêmes cibles, et c'est absolument pas les mêmes utilisateurs.
Mais en volume, c'est vrai qu'on vend plus de trottinettes électriques. J'ai fait un focus express trottinette électrique. Voilà. Merci Justin pour cette introduction. Je vais laisser du coup la parole maintenant à Jérôme et à Stéphane sur le sujet de comment encourager les collaborateurs à utiliser ces nouveaux modes de transport pour les déplacements domicile-travail. Jérôme, je te laisse prendre la suite. Ouais, merci Emilien. Bon, j'ai fait des diapos un peu plus légères que Jocelyn. Et j'ai décidé de développer donc 3 points ici pour un peu l'encouragement des collaborateurs à se mettre à la micromobilité. Le premier, c'est changer les habitudes par la gamification. Puisque alors la gamification, ce seront par exemple des compteurs de type économie de CO2, de tonnes de CO2, les euros économisés par rapport à la voiture ou les calories économisées. C'est finalement rendre concret le gain du changement, matérialiser des récompenses par des économies ou tout type de gain qui devient alors un jeu et comme tout jeu procure du plaisir, on estime que c'est un fort levier du changement. En plus, évidemment, d'être à l'air libre et de lever la tête vers le ciel, qui est prouvé comme étant assez antidépresseur. Donc, clairement, la gamification est un des premiers leviers. Je crois que Stéphane en développera d'autres après. Mais voilà. Le deuxième, c'est favoriser l'intermodalité, puisque la micromobilité s'invite désormais dans tout ou partie du trajet des salariés. Et donc, l'enjeu, c'est de repenser les schémas de circulation de manière à ne pas prendre uniquement un seul mode de transport, comme la voiture ou la marche, par exemple. Ce sont des gros chantiers qu'on constate en ce moment. L'effet Covid y est pour beaucoup. Concrètement, ça veut dire revoir les infrastructures à certains points névralgiques en termes de, par exemple, de parking ou d'abri ou de pistes de circulation adéquates. Et comme le disait un petit peu Jocelyn, l'encadrement des pratiques. Le troisième point ici, la connectivité au service de la maintenance. Alors, effectivement, donc je parle des VAE. Bon, c'est de la micromobilité en particulier, mais effectivement, j'insiste ici un petit peu plus sur les VAE. Que ce soit pour l'entreprise ou le salarié, c'est souvent l'apport de services qui favorise le changement. Et la maintenance, c'est un petit peu la deuxième épine dans le pied après le vol. Donc, les entreprises doivent pouvoir intégrer ce point dans leur gestion de flotte. Et voilà, là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais la connectivité peut grandement aider. Voilà, et ensuite, je finis cette première petite partie par un seul chiffre. 15%, c'est le temps moyen de gain sur la maintenance grâce à ce qu'on appelle l'IoT. Remonter, c'est donc remonter des problèmes avant qu'ils ne se produisent. C'est un peu comme pour une flotte de voitures, ça évite de perdre du temps et d'arriver à des casses qui coûtent plus cher que si on anticipe le problème. Voilà, même point sur l'anticipation des cadences de maintenance. Voilà, on sait que la micromobilité devient un vrai outil de travail et on le sait tous, quand on va au bureau, on est un peu plus stressé, on n'a pas besoin d'avoir des problèmes, on veut un maximum anticiper les problèmes. Voilà, donc la maintenance doit être bien préparée et anticipée. Voilà, c'est assez court, je passe la parole à Stéphane. Merci Jérôme. Alors, on a voulu cette partie assez concrète. L'idée, c'est de vous aider à réfléchir à comment encourager vos collaborateurs à basculer vers la micromobilité. Donc, on va vous présenter quelques slides sur le comment de manière assez concrète. Donc pour commencer, je pense qu'il est important de bien déterminer le cadre du jeu au sein de votre entreprise pour déployer les solutions de micromobilité. Et de facto pour construire votre marque employeur, parce qu'on sait bien aujourd'hui que la micromobilité et le vélo en particulier sont des éléments assez fédérateurs et qui permettent de mobiliser soit des salariés à venir, soit des salariés déjà en place. Donc là, plusieurs éléments qui peuvent vous aider à réfléchir sur ces enjeux. Le premier, évidemment, c'est de réfléchir au sein de votre politique RSE. Alors là, selon la taille des entreprises, on a un responsable RSE ou on n'en a pas, mais c'est un élément qu'on peut intégrer dans le cadre de ces réflexions-là. Évidemment, les plans de mobilité sont également un vecteur de réflexion important. Plan de mobilité, ça va dépendre d'une région à l'autre, évidemment, mais c'est un outil que vous pouvez utiliser
enfin, en tout cas un endroit que vous pouvez utiliser pour réfléchir à la mobilité au sein de votre entreprise. On en a un petit peu parlé en introduction. Évidemment, le forfait mobilité durable qui est en train de prendre de l'ampleur est un élément important également, un outil qu'on va pouvoir utiliser pour déployer la mobilité durable au sein de son entreprise. Je prêche un peu pour ma paroisse. On vient de sortir un livre blanc. Je crois qu'on sort aujourd'hui d'ailleurs. Vous avez la primeur. Vous pouvez télécharger sur cette URL. Sur comment déployer le forfait mobilité durable au sein de son entreprise. N'hésitez pas à le télécharger et à nous poser des questions si vous en avez. Il y a évidemment le label employeur ProVélo. On en a un petit peu parlé en introduction aussi, qui va être un facilitateur et un outil qui va permettre de réfléchir à ces sujets de mobilité au sein de l'entreprise. Et avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, nous, sur nos offres entreprises, mais aussi en interne, très franchement, on pense que là où les réflexions sont facilitées, là où les conversations avancent le plus vite et les outils sont mis en place, c'est quand il y a vraiment quelqu'un qui s'approprie le sujet vélo dans l'entreprise, qui est en fait un sujet qui peut toucher à plein de rôles et de fonctions différentes au sein de l'entreprise, que ce soit chez le responsable RSE, les services généraux, le CSE, les RH. Bref, il y a plein de gens au sein de l'entreprise qui ont en tout cas un avis sur ces sujets-là. Et on pense que là où concrètement, ça se met en place de manière assez concrète pour les salariés le plus rapidement possible, c'est quand il y a un facilitateur vélo ou plus largement micromobilité au sein de l'entreprise. Donc ça, je vous invite à réfléchir à ce rôle-là parce que c'est souvent quelque chose qui permet d'accélérer sur ces sujets. Ensuite, de manière assez concrète, encore une fois, on a voulu ces slides de manière très pragmatique pour vous aider à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire comment encourager les collaborateurs et qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place la micromobilité au sein de son entreprise. Il y a évidemment un sujet autour de l'équipement. Et là, il y a une réflexion à avoir qui est comment est-ce que je veux équiper les collaborateurs? Est-ce que je privilégie le vélo partagé? Donc, ce sera au sein de flotte. Dans ce cas-là, je vais me tourner vers des prestataires qui sont capables de mettre à disposition une flotte de vélos, ou je vais peut-être vouloir la gérer moi-même. C'est assez rare, mais on peut avoir des entreprises qui veulent faire ça. Est-ce que je privilégierais plutôt le vélo, ce qu'on appelle le vélo attribué? Donc, ça va être des solutions de vélo de fonction qui sont dédiées à un collaborateur, mais que je vais financer en tant qu'employeur. Ou alors, est-ce que je pense que une partie le taux d'équipement dans mon entreprise est suffisamment important, il y a un parc de vélos personnels et en réalité, j'ai pas vocation à remplacer ces vélos personnels par des vélos partagés, des vélos attribués, et auquel cas, je vais peut-être plutôt me concentrer sur du service additionnel que je vais pouvoir apporter à mes collaborateurs qui qui viennent déjà à vélo, à ces fameux vélos taffeurs. Donc, je pense qu'il y a cette réflexion à avoir. Ça va probablement dépendre alors évidemment les entreprises, évidemment des populations, évidemment des régions, et il y a probablement un équilibre à trouver entre ces trois solutions pour équiper ses collaborateurs de vélos ou de trottinettes d'ailleurs. Ensuite, il y a une dimension servicielle, alors qui est un sujet que nous on connaît bien, mais où là l'enjeu il est vraiment de garantir l'usage du vélo taffeur. Et là-dessus, les grandes briques de services qu'on va retrouver, ça va être des briques autour de la maintenance, sujet qu'on touche chez Cyclefix, avec des solutions de type est-ce que je mets à disposition un atelier de réparation in situ sur le site de mon entreprise? Est-ce que je mets à disposition des crédits réparation que les collaborateurs pourront consommer quand ils auront un pépin ou quand ils vont faire entretenir leur vélo? Donc, c'est la brique maintenance qui est assez importante. Et évidemment, la brique assurantielle / assistance, qui sont des enjeux à partir du moment où vous voulez favoriser et garantir l'usage du vélo taffeur, qui peuvent être des enjeux à regarder. Donc là, il y a pas mal de solutions aujourd'hui sur le marché et je vous engage à y réfléchir également. Ensuite, on a évidemment des choses, encore une fois, très concrète, mais si vous voulez que les gens se déplacent, alors avec la trottinette c'est un peu plus facile, mais si vous voulez que les gens se déplacent à vélo, il va falloir pouvoir accueillir leur vélo quand ils arrivent sur site. Donc l'enjeu du parking, et d'ailleurs dans le label employeur ProVélo, c'est un vrai point,
mais l'enjeu du parking est un vrai enjeu. Hein. Il faut pouvoir, et que ce soit pas le parking enfin, que ce soit un parking qui soit facile d'accès et qui soit protégé des intempéries, idéalement. Voilà, donc ça, c'est un sujet à réfléchir. Et il y a un sujet plus large qui dépasse probablement l'entreprise et l'employeur en tant que tel, mais qui est un sujet autour de l'infrastructure. Et je pense que là, être en relation avec les collectivités locales, on le voit d'ailleurs assez bien sur le site de la Défense où nous on est présent actuellement, voilà, avoir cette espèce de lobbying positif auprès des collectivités locales pour faire émerger l'infrastructure de qualité et surtout sécurisée, qui est un frein fondamental à la pratique des micromobilités, est important. Et on pense que les employeurs, on voit au chapitre, même si c'est pas eux qui vont consentir ces investissements-là, évidemment. Et pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vous ai parlé un peu de la maintenance. De manière très concrète, les sujets qu'on va pouvoir toucher autour de la maintenance, qui sont un des éléments pour garantir l'usage que j'ai évoqué, ça va être évidemment tout ce qui est maintenance curative quand on a un problème avec son véhicule, et la maintenance préventive également. Donc, ça va être l'entretien pour s'assurer que ces problèmes n'adviennent pas. Donc là, on a plusieurs solutions. Ça, je vous invite à nous contacter si besoin, mais on a des ateliers sur site, on a des crédits réparation qui permettent d'être consommés directement chez le salarié. Bref, il y a beaucoup de solutions autour de la maintenance qui vous permettent de répondre aux besoins des salariés de manière simple et efficace. Donc, je vous invite à regarder. Et après, on va avoir un sujet évidemment autour de la pédagogie à la sécurité routière. Et donc là, on peut réfléchir à des partenariats avec de la Fédération française du vélo, par exemple, qui vont permettre de sensibiliser les collaborateurs au bon usage du vélo ou de la trottinette en ville. Et en quelque sorte donner confiance, parce que le plus dur est de mettre le pied à l'étrier, si je puis dire. Et à partir du moment où les collaborateurs ont commencé à pratiquer le vélo ou la trottinette, eh bien, souvent ils y restent parce que c'est efficace, c'est plus rapide que la voiture la plupart du temps, et que ça marche très bien dans un environnement dense et concentré qui est celui des milieux urbains, notamment des grandes villes. Je te laisse la parole, Jocelyn, je crois. Ouais, merci Jérôme et Stéphane. Jocelyn, je vais reprendre la main du coup sur les motifs d'utilisation. On voulait vous présenter des cas d'usage, des usagers de ces nouveaux services de micromobilité. Oui, donc nous avons la chance au niveau de la Fédé d'avoir fait ou participé à pas mal d'études. Et en ce moment, il y a une de nos sources importantes, ça va être le programme. Nous avons un programme C2E, donc qui s'appelle Mobiprox. C'est le seul programme aujourd'hui qui est dédié aux micromobilités. En même temps, en faisant une espèce de tour de France de la sensibilisation, de la prévention avec les collectivités, les entreprises, et de l'autre côté, nous incitons à l'utilisation, mais surtout nous collectons de la donnée pour pouvoir mieux connaître cette mobilité-là en termes d'usage, mais aussi en termes d'impact environnemental. Donc, j'ai quelques éléments que je vais vous donner. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on n'a pas encore vraiment communiqué parce qu'on attendait d'avoir des choses, des résultats qui sont un peu plus costauds. On commence à les avoir. Je vous invite, j'ai mis un lien je vous invite à aller voir la dernière newsletter du programme. Et d'ailleurs, parce que régulièrement, on donnera justement des éléments de contexte, des éléments chiffrés. Et l'objectif de la Fédé, c'est vraiment de faire en sorte que les gens arrêtent de parler au doigt mouillé des micromobilités et de dire un peu des bêtises et de commencer à rendre factuel un certain nombre de choses. La première image en haut, là aussi, excusez-moi, j'ai des slides qui sont hyper chargés, mais la première image en haut, c'est déjà une étude que nous avions faite en 2018. Donc, vous voyez, avec l'association Prévention Routière, c'était piloté par Alliance et réalisé par Swan Mobility Lab, qui montrait déjà en 2018 un peu les motivations des utilisateurs. Donc là, on a un échantillon assez représentatif ici. Donc, c'était les utilisateurs et les Français en général. Et parmi les choses qui ressortaient, notamment le gain de temps. Déjà à l'époque, c'était quelque chose qui ressortait énormément, le gain de temps.
et évidemment très très faiblement l'activité physique. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste toujours en disant c'est étonnant qu'on reproche tout le temps aux trottinettes de pas permettre de faire l'activité physique alors qu'on n'a jamais dit ça d'une voiture ou d'un scooter électrique. Une trottinette électrique, c'est un moyen de déplacement. C'est très bien si d'autres moyens permettent de faire du sport en même temps, mais quand on achète une trottinette électrique, c'est pour se déplacer. Si on veut faire du sport, on a beaucoup d'autres moyens de faire du sport. Donc, cette accusation de on ne fait pas de sport, c'est parfois un peu risible. Dans tous les cas, ça, c'est des études qu'on a fait déjà en 2018. Donc là, on avait fait des études Tali et Conti qui sont assez denses. Et en ce moment, il y a plusieurs autres études. Hein. Une grosse étude sur l'accidentologie avec la FFA que vous trouverez en ligne aussi, qui est une grosse étude sur plus de 5000 personnes. Et là, aujourd'hui, avec Mobiprox, on a un échantillon de personnes. On va avoir là en ce moment à peu près 600 personnes que nous suivons, qui sont des utilisateurs. Et ça nous permet de ressortir un peu des grandes catégories d'utilisateurs, de DPM en général. Et vous voyez que on a quand même une grosse tranche ici qui sont des utilisateurs en utilisation, on va dire, utile, qui sont soit des pendulaires, ce qu'on appelle des pendulaires, et des jeunes citadins d'une manière globale. Dans cette catégorie-là, c'est essentiellement des wheelers ou des gens qui ont des grosses trottes. Donc, on est plus proche effectivement du passionné de trottinette et qui va pas hésiter à investir et qui va faire des grandes randonnées et autres. Et quand on voit les motivations d'une manière générale de ces deux groupes-là, c'est essentiellement du gain de temps. Les gens prennent des trottinettes parce que ça permet de gagner du temps, parce que c'est de la multimodalité. Et effectivement, on a un petit groupe en mineurs qui sont plutôt, voilà, c'est plutôt du fun, c'est plutôt de l'utilitaire. Et là encore, ces profils-là rejoignent largement un certain nombre de choses qu'on avait déjà faites en 2018. Donc, on a une certaine constante avec, évidemment, 3 à 4 fois plus d'utilisateurs. On a une vraie constante dans les profils d'utilisateurs. Ça, c'est ce qui est intéressant. J'ai ressorti ces deux éléments-là de toutes les datas qu'on a pour insister sur. Donc, vous avez des monomodaux à 33%. Sur les utilisateurs de DPM, il y a 67% de multimodaux. Et sur les études, là, je vous l'ai pas mis, mais sur les études, on montre une augmentation de l'utilisation des transports en commun à partir du moment où les gens injectent de la trottinette dans leur usage. C'est peut-être pas intuitif comme ça de le dire, mais si, l'utilisation de la trottinette vient augmenter l'utilisation du transport en commun et ce qui est impacté en priorité, c'est la voiture. Donc, quand on dit qu'une trottinette, on va faire les 3, 4 km ou 5 km pour du multimodal, il faut mettre en lien le fait que on a lâché la voiture et on va faire plus de transport en commun parce qu'on rentre dans un déplacement multimodal. Donc, le côté vertueux de la trottinette ne va pas se limiter aux 3 km qui sont effectués avec la trottinette, mais sur l'ensemble du trajet qui aura permis de substituer la voiture. Et ça, c'est très largement sous-estimé. Évidemment, il y a une grosse différence en termes de kilomètres parcourus entre ceux qui font du monomodal et du multimodal. Les monomodaux, c'est très largement plus de 80% des gens qui sont plutôt des wheelers, ce que l'on appelle les wheelers, les utilisateurs de gyro-roue, ou alors des gens qui ont des grosses trottes. Et là aussi, on revient sur un a priori. Les gens qui ont en général des utilisateurs de grosses trottes monomodaux ou wheelers sont très peu à être des intra-urbains. C'est très souvent des utilisateurs qui sont en périphérie, donc des périurbains ou des gens qui sont dans hors agglomération. Alors que c'est vrai que intuitivement, on a l'impression que parce qu'on est influencé par le phénomène free floating, on a l'impression que la trottinette, c'est un phénomène de centre urbain, d'hypercentre. Et là, on a encore une fois, hein, depuis 2018, on a tout un tas d'études faites par nous ou par d'autres. Cité, par exemple, a fait des choses, mais plutôt sur le free floating, c'est vrai, mais qui montrent que vraiment les utilisateurs de trottinettes électriques aujourd'hui ne sont pas majoritairement des gens qui sont en hypercentre. Et donc voilà, c'était surtout sur ces deux slides-là, parce que c'est important à mon sens de bien se rendre compte que ce phénomène-là, déjà, ça va pas s'arrêter, et puis que surtout, là aussi, on a d'autres études que j'ai pas mis là, les utilisateurs de trottinettes électriques d'une manière générale de DPM ne sont pas pris sur le vélo, c'est de façon très très marginale. Aujourd'hui, il n'y a pas de compétition d'usage, donc toutes les études que nous menons depuis 2018, il n'y a pas de compétition d'usage entre le vélo et les EDPM.
les utilisateurs de DPM, ce sont des gens qui très souvent n'ont pas trouvé leur voie sur le vélo ou d'autres moyens de transport et qui sont allés sur les EDPM et qui ont trouvé leur moyen en utilisant des EDPM. Donc, c'est les mettre en confrontation n'est non seulement pas une bonne idée, et puis n'oublions pas, plus il y a d'utilisateurs sur les pistes cyclables, plus on pousse les autorités, les collectivités à en créer. Donc, c'est positif pour tout le monde qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs sur les pistes cyclables pour que justement ces moyens-là prennent de plus en plus le pas sur les véhicules motorisés. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Jocelyn. Jérôme, je vous laisse continuer sur la micromobilité et la connectivité. Yes, à moi la parole. Merci beaucoup. Alors, ouais, je tourne. Oui, une dernière d'apo pour vous reparler un petit peu de connectivité, en vous précisant bien le contexte, hein, de quoi parle-t-on avec la connectivité? C'est souvent un sujet un petit peu annexe, ou en tout cas les collectivités ou les entreprises qui décident de mettre en place une flotte ne sont pas forcément au courant des outils qui peuvent être à disposition, peuvent voir ça d'un œil un petit peu négatif parfois. Donc je voulais un peu dédramatiser le sujet, bien expliquer ce que ça comprend et surtout qu'est-ce que ça va apporter, notamment en termes de gestion de flotte pour une entreprise ou une collectivité. Donc attention, je précise bien les termes. De quoi parle-t-on? La connectivité, c'est pas du tracking, hein, comme on l'entend souvent, mais bien un recueil de données pour dissuader contre le vol, hein, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un peu l'ennemi numéro 1 d'une flotte de micromobilité. C'est aussi un moyen d'apporter plus de services et de rallonger la durée de vie de l'équipement. Et qu'est-ce que ça comprend donc pour les sujets, pour les trajets de domicile-travail? Les enjeux sont assez multiples, hein, pour les salariés. Et comme je le disais à nouveau tout à l'heure, le véhicule devient un véritable outil de travail et il sort du contexte du trajet occasionnel. Donc avec tout le stress que ça comprend le matin en partant au bureau. Et la connectivité, ça permet donc de favoriser la diffusion des services, hein, mentionnés aussi tout à l'heure par Stéphane ou par moi-même. Ça permet d'anticiper les pannes du quotidien qui sont à nouveau une source de stress pour les vélotaffeurs et de rassurer à nouveau en dissuadant contre le vol. Mais c'est aussi activer des commandes à distance et pour le salarié et pour l'entreprise, la possibilité de professionnaliser la gestion de flotte grâce à des outils de supervision, par exemple. Et ce sont aussi des outils pour verdir un marketing l'entreprise en comptabilisant, en relevant de la donnée et en montrant les bienfaits qu'a la micromobilité par rapport à la voiture. À nouveau un point qui a été abordé, mais je reprécise ici la différence entre vélo de partage ou vélo de fonction, ou même chose pour une trottinette de partage ou trottinette de fonction, ce qui commence à arriver. Et le parallèle, malheureusement, avec la flotte automobile est encore facile, mais au moins on comprend bien. Il faut bien distinguer les deux usages parce que, évidemment, l'impact est assez différent, hein, dans la catégorie partage ou vélo de service, puisqu'il n'y a pas de propriétaire identifié. Là, clairement, en termes de connectivité, c'est vraiment un outil de supervision qui va prendre le pas et qui va être primordial pour anticiper justement les maintenances, surveiller les abus ou les aléas du service. Dans le cadre d'un véhicule de fonction, l'IoT, comme on dit, sera plus à destination de l'usager pour lui faciliter son quotidien. Et à nouveau, pour enclencher cette démarche positive de je l'utilise au quotidien et je veux en voir les bienfaits, je veux matérialiser les bienfaits que ça a pour moi. Donc, c'est la gamification, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des statistiques d'usage au quotidien et le fait de se rassurer sur, par exemple, la position de son véhicule. Et enfin, donc je parle évidemment des craintes à lever parce que la connectivité, clairement, c'est un sujet d'avenir, mais comme tout sujet d'avenir, il suscite encore quelquefois des craintes et je rencontre encore beaucoup d'objections à la mise en place d'un outil de connectivité pour une flotte, parce que justement, c'est par ceux qui ne voient que l'aspect tracking et la peur du gendarme ou alors la peur de la fuite des données sans contrôle.
bon voilà, là c'est vraiment ce sont les craintes principales, mais justement ils ne voient pas la couche servicielle que ça apporte. Donc moi voilà, ce que je veux, c'est bien rassurer sur ces points, dire que pas uniquement en disant que l'on est déjà connecté au quotidien par nos outils, mais par le fait que les données produites sont suffisamment encadrées, sont suffisamment segmentées ou tronçonnées pour ne pas être exploitables forcément individuellement, mais dans une logique un peu macro et anonymisée. À la société ou à la collectivité de vérifier que l'entreprise ou le prestataire sélectionné est conforme aux normes et aux règles RGPD. Voilà, qu'il y a eu par exemple un audit de la CNIL qui vérifie que les données sont bien protégées, ne sont pas facilement hackables ou transmissibles. Voilà, donc tout ça, ça passe par la bonne identification du prestataire et vérifier les circuits de données. Et en parallèle, c'est aussi à l'entreprise qui met en place ces outils d'être complètement transparente avec les salariés pour rassurer sur les moyens et sur les fins. Qu'est-ce qui va, comment est-ce que les outils sont mis en place et à quoi est-ce qu'ils vont servir? Et je crois que les bienfaits, on en a déjà pas mal parlé, donc je réinsiste pas dessus. Voilà. Une dernière objection que j'entends, c'est par exemple pour les véhicules, d'accord, mais du coup on est quand même traqué. Le week-end, c'est notre propre outil de mobilité. Qu'est-ce qui se passe le week-end? Qu'est-ce qui se passe pour mes trajets personnels? Faut savoir que les possibilités technologiques sont hyper nombreuses et il y a évidemment la possibilité de tronçonner le service et de se dire on coupe la géoloc ou on coupe certains outils sur les trajets personnels et on ne garde qu'une fonctionnalité de vol. C'est-à-dire que dès que le véhicule, par exemple, se met en mouvement sur des plages de données décidées, eh bien, ça peut émettre juste une petite alerte en disant attention, est-ce que vous êtes bien le propriétaire qui a bougé le véhicule et est-ce que vous voulez qu'on mette en place X ou Y service derrière. Est-ce qu'il s'agit d'un vol? Est-ce qu'on confirme oui ou non une tentative de vol, etc. Vraiment, les possibilités technologiques sont hyper nombreuses, donc ça doit absolument pas être un frein pour encadrer le service. Et justement, pour des flottes qui sont de plus en plus grandissantes, on estime que ça va être des leviers importants pour la professionnalisation et encore une fois, favoriser la pratique de la micromobilité au quotidien. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Jérôme, et merci du coup à vous trois pour votre intervention. On va passer aux questions. Il nous reste 15 petites minutes. Du coup, on a une première question du coup pour vous trois sur les arguments qu'on peut aujourd'hui mettre en avant pour inciter et convaincre les employeurs à déployer une politique en faveur de la micromobilité. Donc, je vous laisse. On a partiellement déjà répondu dans les commentaires, mais je vous laisse compléter vos réponses. Donc, pour vous trois. Ouais, peut-être c'est moi qui ai répondu, Emilien, donc je prends et puis je te passe la main. Alors, il y a plein de très bons arguments. On serait ravis d'en discuter avec vous et de nourrir la réflexion. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai mis mon mail dans les commentaires. La FUB est aussi très active à ce sujet-là. Je crois qu'il y a quelqu'un de la FUB d'ailleurs sur le chat. Mais ils ont sorti un guide employeur pro vélo que je recommande. J'ai mis le lien là dans le chat également. Vous pouvez, en tout cas sur la partie vélo, qui va vous donner des arguments pour réfléchir à ces sujets-là et convaincre en interne. Ouais, pardon, avec Ecodev, je suis désolé. Et sur la partie trottinette, Jocelyn, je pense, doit avoir de l'info. Voilà. Et après, je pense que c'est des sujets qui doivent être portés en interne par mon fameux facilitateur vélo ou trottinette, ce que j'évoquais dans mes slides. Sur la question de la trottinette, les arguments ne vont pas être très loin que pour le vélo. C'est simplement qu'en fonction de la situation de l'entreprise ou des salariés, ça sera plus facile peut-être d'avoir une trottinette et d'encourager ça plutôt que d'avoir du vélo. Ça va vraiment être du cas par cas, mais les arguments globaux d'écomobilité et surtout de facilité d'accès au lieu de travail et aussi simplement de liberté de choix de sa mobilité, ces arguments-là sont les mêmes, que l'on soit avec le vélo ou pas. Et ensuite, comme je dis, au cas par cas, il va y avoir la trottinette va s'avérer peut-être parfois plus pertinente dans certains cas que dans d'autres où on va avoir du vélo. Donc là, c'est vraiment
pour chaque entreprise, mais le principe effectivement de donner du choix aux salariés, de les aider à réduire leur temps de trajet, ça doit être le principe numéro 1 pour les entreprises. Ouais, ça doit plus être une option. Ça doit être intégré dans le plan de mobilité, dans les règles de l'entreprise. Hein. La journée de travail commence à partir du moment où on a quitté son domicile. Donc, il y a plus de raison que ce soit voilà, le prisme du on arrive au bureau et un peu terminé. Ça commence avant. Et donc, voilà. Et peut-être pour boucler là-dessus, donc moi je rejoins Jocelyn sur la partie efficacité. Et par contre, je minimiserai pas la partie fun, bien-être quand on se déplace avec un vélo ou une trottinette. Et je pense que ça, c'est voilà, dans les arguments qu'on va pouvoir déployer auprès des employeurs, c'est un vrai argument. Quand on a commencé à se mettre à cet usage-là, on a du mal à revenir au bouchon dans sa voiture, en toute honnêteté. On va continuer avec les questions. Donc, on a une autre question plutôt pour vous, Jocelyn, sur les données que vous avez présentées sur le milieu rural. Est-ce que vous avez des informations justement et des données à nous partager? Oui, c'est ce que j'ai commencé à y répondre. On revient sur le programme Mobiprox qu'on copilote avec l'association Prévention Routière. Une des raisons pour lesquelles nous avons monté tout ça, c'est déjà pour pouvoir informer les gens parce que ce sont des mobilités qui sont très peu connues. Et ensuite, de pouvoir, avoir des éléments factuels avec lesquels communiquer. Et aujourd'hui, nous avons donc deux choses. Nous avons dans toutes les interventions que nous faisons sur le grand public, nous recueillons un certain nombre de données. Il y a tout un tas de questionnaires déclaratifs qui sont faits. Donc, ça nous permet de mouliner tout ça. Et surtout, en parallèle, nous avons 600 personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont aujourd'hui équipés d'un boîtier GPS sur leurs trottinettes et leurs engins, qui nous permettent, depuis le début de l'année, nous sommes montés en pression et en volume petit à petit, qui reçoivent tous les mois une quinzaine de questions sur leurs usages, sur leurs habitudes d'usage. La question de la maintenance, Stéphane on a parlé régulièrement, il s'est interrogé là-dessus. Et donc, ça nous permet, nous, et puis surtout, évidemment, leur localisation et tout ça. Et donc, ça nous permet, nous, petit à petit, d'avoir un panorama extrêmement précis des usages, des kilomètres réels parcourus et non pas l'article d'il y a 5 ans qui disait que c'était 1 kilomètre, mais vraiment des choses factuelles, des choses qui commencent à être vraiment costauds et robustes. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer petit à petit à communiquer sur un certain nombre d'informations. Ce qui est très clair, c'est que quelque chose de très simple, nous avons des codes postaux de tous ces usagers-là et ça nous permet effectivement d'avoir une répartition au niveau France, au niveau hypercentre ou plutôt zone rurale qui est très homogène. Et là-dessus, nous sommes challengés fortement par l'ADEME. Vous connaissez les programmes CDE, ce genre de choses. L'ADEME nous pousse beaucoup là-dessus pour vraiment être très précis sur notamment les questions de multimodalité sur lesquelles nous allons avoir un certain nombre d'informations. Donc moi, je vous invite sur certaines choses pour être très précis. Ça fait des années que nous travaillons sur le secteur. Nous savons très bien que les usagers utilisateurs qui achètent sont extrêmement bien répartis sur la France. Effectivement, beaucoup moins sur les zones rurales, mais ils sont pas absents des zones rurales. Et là, on va commencer à avoir quelque chose d'un peu plus factuel avec des données. D'ici quelques semaines, on va dire surtout le mois de septembre, on va commencer à vous donner des éléments qui sont des éléments beaucoup plus costauds et ça nous permettra de lever un certain nombre d'a priori. Je continue. On avait également une question de Louis sur les usagers sont-ils majoritairement des ex-autosolistes, donc les usagers des nouveaux services de micro-mobilité et la durée de vie moyenne d'un EDPM. Jocelyn, tu avais déjà répondu si tu veux compléter. Oui. Ce que je vais compléter, c'est par la partie free floating. Vous le savez que là aussi, c'est pareil. Il y a eu des articles qui sont sortis il y a 4-5 ans. La trottinette, elle dure 28 jours et jusqu'à aujourd'hui, on nous bassine avec. Vous savez, les opérateurs de free floating ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont aujourd'hui des trottinettes qui sont extrêmement costauds. Ils ont énormément travaillé dessus. Et vous allez dans n'importe quel entrepôt d'un opérateur de free floating. Toutes les trottinettes sont totalement phagocytées. Les pièces sont réutilisées sur les nouvelles trottinettes. Il y a très peu de pertes. Donc, les durées de vie aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas affirmer les choses puisque ça dépend beaucoup des opérateurs de free floating.
mais ça va de 6 à 6 mois à 1 an, selon évidemment les engins autres. Donc, on a des durées de vie qui sont largement plus importantes que ça sur le. Donc, le free floating, c'est quand même un usage très intensif, collectif et intensif. Et sur les processeurs, là aussi, on a des études, hein, c'est de l'ADM et de l'ITF, et nous allons avoir des données, et on est entre 3 et 4 ans sur les utilisateurs. Et effectivement, c'est un peu moins homogène que pour le vélo, par exemple. Il est évident que si vous achetez une trottinette à 200 € et que vous l'utilisez tous les jours pour aller au boulot, bah, elle va péter plus vite que si vous utilisez une trottinette qui coûte 800 €. C'est aussi une question de logique. On achète un engin qui est adapté à son usage. Et ça, c'est un message aussi qu'on a du mal à faire passer. Qu'à un moment, si vous achetez une trottinette 180 €, bah, ok, vous allez acheter votre pain de temps en temps le matin, mais si vous commencez à l'utiliser tous les jours sur des zones où il n'y a pas de piste cyclable et autres, bah, ça correspond pas à votre usage. Et la durée de vie sera d'autant plus réduite. Jérôme et Stéphane, je vous laisse compléter si vous voulez rajouter d'autres informations. Pas particulièrement pour ma part. Stéphane, je ne sais pas si… Non. C'est très clair. On a balayé quasiment toutes les questions. Je regarde juste les dernières. Tac, tac. Oui, c'est bon. Du coup, on a balayé toutes les questions. Dernier mot, je vous laisse le mot de la fin pour clôturer ce webinaire juste en quelques minutes. Jocelyn, vous pouvez conclure. Oui, je peux pas ne pas insister sur la question de l'accidentologie parce que là, on a eu quelques mauvaises nouvelles ces dernières semaines avec le retour à la vie normale. On a une augmentation très forte d'utilisateurs et donc une augmentation très forte de l'accidentologie qui reste quand même très marginale par rapport à ce qu'on trouve sur les autres modes de déplacement, mais on est aussi beaucoup moins nombreux. On a des gros efforts à faire en termes de sensibilisation auprès du grand public. Une trottinette électrique, c'est pas un jouet, c'est pas un engin de loisir. Vous savez que la réglementation dit que c'est à partir de 12 ans. Nous, au niveau de la fédération, nous considérons qu'à 12, 13 ans, 14 ans, utiliser une trottinette mécanique. Hein, la fédération n'est pas là que pour promouvoir l'électrique, elle est là pour promouvoir les micromobilités et notamment la trotte mécanique. Une trottinette aujourd'hui, comme on l'a dit, la première motivation, c'est de gagner du temps. Quand on va à l'école primaire, enfin au collège, on est à 500 mètres de son collège ou à 1 km, on peut utiliser une trotte mécanique et c'est très bien. Mais ça, c'est une question d'éducation et une question d'éducation au niveau des parents. En ce moment, on voit trop de gamins de 12, 13 ans, pas forcément sur du free floating, mais sur des trottes qui sont des trottes achetées, donc par les parents, et qui ne connaissent pas évidemment les règles de conduite, qui ne connaissent pas le code de la route. Et moi, j'ai une très forte crainte avec la rentrée, avec le retour à l'école, qu'on ait encore un retour à l'accidentologie. Donc, on fait beaucoup de choses, notamment avec MobiProx pour faire de la sensibilisation, mais on a besoin vraiment d'avoir des gens qui nous accompagnent. Une trotte, ce n'est pas un jouet. C'est un engin de déplacement qui peut être extrêmement fun, mais il faut absolument que les gens se mettent dans la tête qu'une trotte, ce n'est pas un jouet. Stéphane, dernier mot pour la fin. Alors ouais, de manière très simplement, hein, moi je suis ravi de voir des entreprises commencer à s'emparer des sujets de mobilité, de micromobilité, pardon. Je pense que ça va être des accélérateurs formidables pour construire une mobilité durable, apaisée dans nos villes. Donc on est vraiment à votre disposition pour répondre aux questions, nourrir les réflexions. On a pas mal réfléchi à ces sujets-là. On a un prisme serviciel, mais pas que. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour échanger et convaincre vos employeurs. On sera ravis de vous aider. Et enfin, Jérôme. Non, mais moi, ma conclusion sera plus le citoyen qui utilise ou le salarié qui utilise tous les jours un engin de micromobilité pour se rendre au boulot, et c'est quand même du pur bonheur. Je vois toutes les voitures, enfin c'est vraiment du pur bon sens, mais voilà, je vois toutes les voitures de mon ancienne vie embouteillées, et je trouve que c'est un vrai bonheur. On l'avait dit, hein, avec tous les effets sur le bien-être que ça procure. Voilà, la liberté, enfin vraiment, j'encourage évidemment, et puis je suis pas le seul, hein, à encourager tout le monde à s'y mettre, les salariés et les collectivités pour
désengorger nos centres-villes. Donc rien de transcendant pour ma part, mais voilà, pour tempérer un peu la conclusion un peu sévère de Jocelyn, je termine sur une touche un peu plus joyeuse. Mais même si ton message est clair, Jocelyn. Merci du coup. On essaie de faire peur parfois. Parce que sinon, voilà. Voilà. Du coup, alors, juste en conclusion, c'est un peu ce qu'on souhaite développer à travers l'écosystème mobilité. L'objectif, c'est pas d'opposer tous ces modes de transport. Justement, nous, c'est de récolter des données tangibles pour faire avancer nos sujets sur la thématique de la mobilité durable. C'est pour ça que cette raison qu'on a lancé l'écosystème, c'est pour apporter des outils efficaces à tous les employeurs qui souhaitent s'engager dans une réelle politique de mobilité durable. Je vous remercie du coup d'avoir participé à ce webinaire. Bien évidemment, il est revisionnable du coup sur la page YouTube d'Ecodev. Et je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.